Je m'appelle Emily Carter et, jusqu'à ce mardi après-midi, je croyais que mon mariage traversait simplement une période difficile. Nous avions survécu au licenciement, au remboursement d'emprunts, à l'éducation d'un enfant, aux soins de nos parents vieillissants, et à toutes les épreuves ordinaires qui accompagnent la construction d'une vie à partir de rien. Je pensais que nous pourrions aussi surmonter la distance émotionnelle. Je me trompais. Nous vivions dans une banlieue tranquille à la périphérie de Columbus, dans l'Ohio, dans la même maison de 2 étages que nous avions achetée quand notre fille Sophie avait à peine 3 ans. Ce n'était pas un manoir, et elle n'était certainement pas parfaite. Mais chaque pièce était chargée de souvenirs. Les marques sur le montant de la porte de la cuisine mesuraient encore la taille de Sophie au fil des ans. L'érable dans notre jardin avait été planté pour notre 10e anniversaire. Chaque carreau fissuré et chaque meuble délavé avait sa propre histoire. Nous avions construit ce foyer ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. Ces derniers temps, Daniel était devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Il restait tard au travail presque tous les soirs. Son téléphone ne quittait jamais sa main. Il souriait à des messages qu'il ne partageait jamais avec moi, puis retournait son écran dès que j'entrais dans la pièce. Quand je lui demandais si tout allait bien, il avait toujours la même réponse, « Je suis juste fatigué. J'ai beaucoup de pression. Tu t'inquiètes trop. » Les mensonges étaient devenus si routiniers qu'ils semblaient presque répétés. J'ai arrêté de poser des questions, non pas parce que je le croyais, mais parce que je savais déjà. Les femmes réalisent souvent la vérité bien avant de vouloir se l'avouer. Le manque de chaleur, le souci soudain de l'apparence, le parfum coûteux, les voyages d'affaires inutiles, l'absence émotionnelle. Ce n'était pas une seule chose, c'était un tout. 3 semaines avant son départ, j'ai trouvé un reçu d'hôtel glissé dans la poche de l'une de ses vestes en faisant la lessive. 2 clients, un lit king size, le samedi soir. Il était censé assister à une conférence à Cincinnati. Au lieu de l'affronter, j'ai tranquillement plié le reçu et l'ai glissé dans un dossier que j'avais déjà commencé à constituer. Ce dossier n'a cessé de s'étoffer. Relevé de cartes de crédit, relevé téléphonique, transactions bancaires, photographies, rien d'illégal, rien de dramatique, juste assez pour dire toute la vérité. J'ai engagé un avocat le lundi suivant. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je refusais d'être prise au dépourvu. Quand on a passé 24 ans à construire une vie aux côtés de quelqu'un, on apprend exactement à quel point cette vie peut disparaître rapidement si l'on est la seule personne à la protéger encore. Le matin du départ de Daniel a commencé comme tous les autres. J'ai préparé le café, nourri notre Golden Retriever Bailey, préparé le déjeuner de Sophie. Elle avait 17 ans et s'apprêtait à faire sa rentrée en terminale. Brillante, gentille, têtue comme il le faut. Elle m'a embrassé sur la joue avant de partir. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Ni elle ni moi ne savions que notre famille était sur le point de changer pour toujours. Daniel est de retour vers midi avec une valise, pas un sac de sport, pas un sac de voyage, une grande valise de taille normale. Il n'avait pas l'air nerveux. Au contraire, il semblait soulagé. Il a posé la valise près de la porte d'entrée et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue, presque détachée. Je fis te parler. J'ai posé ma tasse de café sur le comptoir. Moi aussi. Il a ignoré mes mots. J'ai besoin de me retrouver. Pendant un instant, la pièce est devenue parfaitement silencieuse. Les gens aiment appeler cela une crise de la quarantaine. Pas moi, car les crises arrivent aux gens, alors que les choix sont tout autre chose. Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. C'est comme ça que tu l'appelles, elle ? Son visage a changé juste assez pour répondre à ma question. Il n'a pas nié. Il ne s'est pas excusé. Il n'a même pas semblé surpris que je sois au courant. Je n'avais pas prévu ça, dit-il. Non, ai-je dit doucement. Tu as tout planifié. Il a détourné le regard le premier. Je suis malheureux depuis longtemps. J'ai hoché la tête. Je sais. Je mérite une chance d'être heureux. Moi aussi. Le silence s'est installé entre nous. Le genre de silence qui n'existe que lorsque la vérité a enfin cessé de faire semblant. Je te contacterai dans quelques jours, dit-il. J'ai déjà été contacté. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien dont tu doives t'inquiéter. Il a pris sa valise. Pendant une seconde,
je me suis demandé s'il allait hésiter. Si nos 24 années ensemble allaient le faire s'arrêter, poser une question de plus, regarder en arrière. Au lieu de cela, il a ouvert la porte d'entrée. J'espère qu'un jour tu comprendras. Puis il s'est éloigné. J'ai regardé sa voiture disparaître dans notre rue tranquille jusqu'à ce que je ne puisse plus la voir. La maison semblait étrangement paisible, pas vide. Paisible. J'ai attendu que sa voiture tourne au coin de la rue avant de monter dans notre chambre. Dans le placard, caché sous une vieille couverture en patchwork que ma grand-mère avait cousue des décennies plus tôt, se trouvait une grande enveloppe Kraft. Je l'ai descendue et posée sur la table de la salle à manger. Mes mains ne tremblaient pas, ma voix non plus. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des mois de préparation, une demande de divorce finalisée qui n'attendait plus qu'une dernière signature, un inventaire détaillé de nos biens communs, des copies de tous nos comptes financiers joints, des titres de propriété, des relevés de retraite, des polices d'assurance, et des rendez-vous déjà fixés avec mon avocat, mon conseiller financier et ma banque. Des onglets de couleur divisaient le tout en sections soignées. Je n'avais pas préparé ces documents parce que je voulais que mon mariage se termine. Je les avais préparés parce qu'une fois que j'avais compris que Daniel était déjà parti sur le plan émotionnel, je savais que je n'avais que deux choix, faire semblant ou me préparer. J'ai choisi la préparation. J'ai signé la dernière page d'une main ferme. Ce faisant, j'ai coché le premier rendez-vous sur ma liste. Une par une, toutes les décisions que j'avais reportées par espoir sont devenues des décisions prises par clarté. Dehors, le soleil de l'après-midi continuait de briller comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Les voisins tondaient leur pelouse. Les enfants faisaient du vélo. Les camions de la poste roulaient de maison en maison. La vie, indifférente comme toujours, continuait de suivre son cours. Vers 16 heures, mon téléphone a sonné. L'écran affichait un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Au lieu de cela, j'ai répondu. Madame Carter? Oui. Ici le centre médical de Riverside. Quelque chose en moi s'est immédiatement crispé. Je vous appelle au sujet de votre mari. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut une brève pause avant que l'infirmière ne réponde. Votre mari a subi un grave accident vasculaire cérébral. Pour la première fois de toute cette journée, j'ai arrêté de respirer. Pendant plusieurs secondes, je suis resté debout au milieu de ma salle à manger, le téléphone collé à l'oreille, fixant la signature de Daniel sur un vieux formulaire d'assurance comme si l'encre pouvait se réorganiser en quelque chose que je pourrais comprendre. Un AVC, ai-je répété. Oui, madame, dit doucement l'infirmière. Il a été amené en ambulance il y a environ 40 minutes. Il est actuellement examiné par l'équipe des urgences. Pouvez-vous venir à Riverside? Mon premier réflexe a été ancien et automatique, prendre mon sac, courir à la voiture, tout oublier. Parce que pendant 24 ans, chaque fois que Daniel était blessé, malade, en colère, dépassé ou simplement négligent, j'avais été la personne qui accourait. Cette femme-là était celle qui se tenait dans la cuisine quand il était parti avec sa valise, et il l'avait laissée là. Je suis en route, ai-je dit. Puis j'ai raccroché et je suis resté exactement là où j'étais. Le silence dans la maison semblait différent maintenant. Avant l'appel, il avait semblé propre, presque miséricordieux. Après, il pesait sur les murs. J'ai regardé l'enveloppe Kraft sur la table de la salle à manger. La demande de divorce était toujours ouverte. Ma signature était encore fraîche. À côté se trouvait la liste de contrôle que mon avocate, Marjorie Bell, m'avait donnée 2 semaines plus tôt lorsqu'elle m'avait dit « Émilie, l'espoir n'est pas une stratégie juridique ». À l'époque, la phrase avait semblé dure. Maintenant, elle résonnait comme une bouée de sauvetage. J'ai d'abord appelé Marjorie. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Émilie, il est parti », ai-je dit. Un silence. Je suis désolé. Il a pris une valise. Il a dit qu'il avait besoin de se retrouver. Marjorie a soupiré doucement, non pas de surprise, mais de reconnaissance. Elle pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans. Je n'étais probablement pas la première femme à entendre cette phrase de la part d'un mari déjà engagé avec quelqu'un d'autre. A-t-il dit où il allait? Non. Le sais-tu? Oui. Ne me le dis pas par téléphone à moins que ce ne soit nécessaire. J'ai avalé ma salive.
Il y a autre chose. Le centre médical de Riverside vient d'appeler. Daniel a fait un AVC. Cette fois, le silence fut plus long. Est-il conscient? Je ne sais pas. Vas-tu là-bas maintenant? Oui, mais je dois savoir ce qui se passe si j'y vais avant d'avoir déposé la demande. Émilie, dit-elle prudemment, tu peux aller à l'hôpital en tant qu'être humain sans annuler ta décision en tant qu'épouse. Mais si tes documents sont prêts, et si tu es sûr, nous devrions déposer la demande aujourd'hui. J'ai regardé vers la porte d'entrée, cette même porte qu'il avait refermée derrière lui. Je suis sûr. Alors passe à mon cabinet d'abord. J'ai enlevé mon pull d'intérieur, j'ai mis un chemisier bleu marine et le pantalon noir que je portais habituellement pour les réunions parents-professeurs, et j'ai rassemblé tous les documents sur la table. Ces gestes ordinaires me permettaient de rester d'aplomb. Clés, sac à main, dossier, chargeur de téléphone, bouteille d'eau. Le genre de choses que l'on attrape quand la vie s'est effondrée mais qu'elle attend toujours de vous que vous conduisiez prudemment. Sur le chemin du cabinet de Marjorie, Riverside a appelé 2 fois. Le second appel provenait d'un médecin, pas d'une infirmière. Daniel était en vie. Il avait subi ce qu'il décrivait comme un accident vasculaire cérébral ischémique important. Ils effectuaient encore des examens. Ils m'ont demandé si j'étais son épouse. Oui, ai-je dit, parce que légalement, pour le moment, je l'étais encore. Ils m'ont demandé si j'arriverais bientôt. Oui, ai-je dit encore, mais je n'ai pas tourné la voiture vers l'hôpital. Au cabinet de Marjorie, la réceptionniste a regardé mon dossier, puis mon visage, et m'a directement accompagné à l'arrière. Pas de bavardage, pas de proposition de café. Certaines pièces comprennent la douleur avant même qu'on ne prononce un mot. Marjorie a relu les dernières pages avec moi une dernière fois. Pas rapidement, pas froidement. Elle s'est assurée que je comprenais chaque paragraphe. Cette demande ne le punit pas, dit-elle. Elle protège ta position. Le tribunal décidera de ce qui est juste. Je n'essaie pas de tout prendre. Je sais. Je veux juste que Sophie et toi ne soyez pas laissés sans protection. C'est exactement à cela que ça sert. J'ai signé là où elle me l'indiquait. Mon nom avait l'air étrange sur ces pages, Emily Ann Carter, demanderesse. Après 24 ans en tant qu'épouse, mère, comptable, aidante, contact d'urgence, calendrier familial, gardienne de la paix et équipe de réparation invisible, un mot me désignait soudain avec une clarté saisissante, demanderesse. La personne qui demande à être libérée. L'assistante de Marjorie est partie immédiatement pour déposer la demande par voie électronique auprès du tribunal. Pendant ce temps, Marjorie m'a aidé à revoir les instructions bancaires. Je ne pouvais pas vider les comptes joints. Je ne pouvais pas cacher d'argent. Je ne pouvais rien faire d'imprudent ou d'illégal, et je n'en avais aucune envie. Mais la part qui m'appartenait déjà, issue d'un héritage que ma tante m'avait laissé, et des revenus que j'avais documentés séparément, pouvait être transférée sur un compte individuel. Je suis donc allé à la banque. Je me suis assise en face d'une femme nommée Denise, qui nous avait aidé à renégocier notre prêt immobilier des années plus tôt. Elle se souvenait de Sophie comme de la petite fille qui avait l'habitude de prendre des sucettes dans le pot en verre sur son bureau. Denise paraissait plus vieille maintenant. Moi aussi. Je dois séparer les comptes listés ici, lui ai-je dit. Elle a examiné les documents, puis a hoché la tête. Nous pouvons faire cela proprement. Proprement. Ce mot a failli me briser. Pas gentiment. Pas sans douleur. Proprement. J'ai signé d'autres formulaires. J'ai transféré ce qui était légalement à moi. J'ai laissé des relevés détaillés de chaque transfert. J'ai demandé un nouvel accès en ligne, de nouveaux mots de passe et des alertes sur les comptes joints qui restaient actifs. Ensuite, je me suis rendu au bureau de notre conseiller financier, puis chez l'assureur, puis je suis retourné au cabinet de Marjorie pour signer le mandat de mise en vente du chalet au bord du lac que ma tante m'avait légué à moi seul avant mon mariage avec Daniel. Daniel avait toujours adoré ce chalet. Il aimait aussi l'appeler « le nôtre ». Mais chaque fois que ses amis venaient en visite, il n'avait jamais été « le nôtre ». J'ai signé les papiers pour le vendre, non pas parce que je voulais effacer des souvenirs, mais parce que j'allais avoir besoin de stabilité, que Sophie aurait besoin de payer ses frais de scolarité, et que j'en avais fini de protéger un fantasme que Daniel avait déjà abandonné. Lorsque je me suis enfin garé dans le parking du centre médical de Riverside, le ciel avait commencé à s'assombrir.
Mon téléphone affichait 14 appels manqués de Sophie. Mon cœur s'est serré. Je l'ai appelée avant de sortir de la voiture. Maman. Sa voix s'est brisée. Je suis là, ma chérie. Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Il a fait un AVC. Est-ce qu'il va mourir? J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas, mais j'entre à l'instant, et je t'appelle dès que j'en sais plus. Je veux venir. Pas encore. Laisse-moi voir ce qui se passe d'abord. Elle s'est mise à pleurer, et chaque décision que j'avais prise cet après-midi-là m'a semblé plus lourde. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que les bons choix peuvent quand même faire un mal de chien. Je t'aime, lui ai-je dit. Je t'aime aussi. À l'intérieur de l'hôpital, tout sentait le désinfectant, le café et la peur. J'ai donné le nom de Daniel au guichet des urgences. Une infirmière m'a guidé à travers des portes automatiques, le long d'un couloir lumineux, et dans une chambre fermée par des rideaux où des machines bipaient à côté de l'homme qui m'avait quitté quelques heures plus tôt. Daniel gisait parfaitement immobile, son visage pâle et affaissé d'un côté. Des tubes partaient de son bras. Sa montre de luxe avait disparu. Son alliance était toujours là. Pendant un instant, j'ai oublié chaque signature, chaque document, chaque trahison. Je me suis approché de son lit. Daniel, ai-je chuchoté. Ses yeux étaient fermés. L'infirmière à côté de moi a parlé doucement. Il ne réagit pas encore complètement. J'ai hoché la tête. Puis j'ai vu son téléphone dans un sac plastique d'effets personnels sur le comptoir. L'écran s'est allumé. Un message est apparu, « Est-ce que tu vas bien? Tu m'as fait peur. Je ne peux pas être mêlé à ça. » Pas de nom, juste un emoji cœur. J'ai de nouveau regardé Daniel et, pour la première fois de la journée, j'ai compris une chose essentielle. Il était parti se chercher lui-même, mais il avait laissé tous les autres gérer ce qu'il avait trouvé. Je suis resté longtemps à côté du lit d'hôpital de Daniel, à regarder les machines mesurer une vie qu'il avait traitée avec tant de légèreté quelques heures auparavant. Le neurologue est entré juste après 20 heures. Il s'appelait le docteur Patel et il avait la voix calme et fatiguée d'un homme qui avait annoncé des nouvelles difficiles à de nombreuses reprises sans jamais devenir cruel. Il m'a expliqué que Daniel avait subi un AVC ischémique important, qu'un caillot avait bloqué le flux sanguin vers une partie de son cerveau et que, bien que l'équipe d'urgence ait agi rapidement, les dégâts étaient déjà sérieux. Va-t-il se réveiller? Ai-je demandé. Nous le pensons, dit le docteur Patel, mais nous ne savons pas encore quelle capacité il récupérera. Capacité. Un si petit mot clinique pour désigner la faculté de parler, d'avaler, de marcher, de signer son propre nom, de lever sa main, de s'excuser, ou de demander à la femme qu'on a trahi de ne pas s'en aller. Est-ce qu'il comprendra ce qui se passe? Cela peut revenir avant le mouvement ou la parole. Parfois, les patients sont conscients avant de pouvoir répondre clairement. J'ai regardé le visage de Daniel. Ses yeux étaient toujours fermés, mais son front était crispé, comme si une partie de lui luttait déjà pour remonter à la surface. Le docteur Patel m'a interrogé sur les antécédents médicaux de Daniel, sa tension artérielle, ses médicaments, ses antécédents familiaux. J'ai répondu ce que je pouvais. Je connaissais le nom de ses ordonnances parce que c'est moi qui allais les chercher. Je connaissais la date de sa dernière visite médicale parce que c'est moi qui l'avais programmée. Je savais qu'il ignorait ses problèmes de tension parce que c'était moi qui avais trouvé les boîtes de pilules non ouvertes dans le tiroir de la salle de bain. C'était ça, le mariage, ou du moins la version du mariage que j'avais vécu, connaître les détails que l'autre trouvait encombrants. Quand le médecin est parti, j'ai rappelé Sophie. Je veux le voir, dit-elle immédiatement, la voix éraillée par les larmes. Je sais, maman. J'ai 17 ans. S'il te plaît, ne me traite pas comme si j'étais petite. Je me suis appuyé contre le mur à l'extérieur de la chambre de Daniel et j'ai pressé mes doigts sur mes yeux. Sophie était encore mon bébé dans cet endroit secret que les mères gardent en elles, mais elle était aussi assez grande pour savoir quand les adultes cachaient des choses. D'accord, ai-je dit. Demande à Madame Henson d'à côté de te conduire. Ne conduis pas toi-même. Je peux conduire. Pas ce soir. Elle est restée silencieuse une seconde. Est-il réveillé? Pas encore. Est-ce que tu vas bien? C'était la question qui a failli me faire craquer. Je suis debout, ai-je dit. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Non, ai-je murmuré,
mais je le serai. Sophie est arrivée 40 minutes latée, en jean, basket, et avec le sweatshirt gris de l'université de l'Ohio que Daniel lui avait acheté lors d'un match de football américain quand elle avait 12 ans. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et son visage paraissait plus jeune ce matin-là, dépouillé de toutes ses défenses d'adolescente par la peur. Elle a couru vers moi en premier. Pendant un instant, elle n'était plus presque adulte, elle avait de nouveau 7 ans, sanglotant contre mon épaule après être tombée de son vélo dans l'allée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé. « Il a fait un AVC. »« Comment ?» ?»« Il allait bien ce matin. » J'ai regardé à travers la paroi vitrée en direction du lit de Daniel. Parfois, les gens ont l'air d'aller bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Ses yeux ont cherché mon visage. Était-il seul? La question était simple. La réponse ne l'était pas. J'avais passé toute la vie de Sophie à essayer de ne pas déposer de douleur d'adulte entre ses mains. J'avais toujours pensé que les enfants ne devaient pas devenir des arbitres émotionnels entre leurs parents. Mais je savais aussi comment les mensonges agissent au sein d'une famille. Ils ne protègent pas les enfants, ils leur apprennent seulement à ne pas faire confiance à ce qu'ils voient. Il était dans un hôtel, ai-je dit prudemment. Avec elle. J'ai fermé les yeux. Elle savait donc. Bien sûr qu'elle savait. Les enfants en savent toujours plus que ce que nous pensons. Ils entendent les voix basses, remarquent les mots de passe modifiés, voient comment un parent s'arrête de rire quand l'autre entre dans la pièce. Je suis désolé, ai-je dit. Le menton de Sophie a tremblé. Je le déteste. Non, ma chérie. Si. Tu es blessée. Je peux être les deux. Je n'avais pas de réponse à cela. Une infirmière s'est approchée avant que je ne puisse parler. Madame Carter? Il commence à réagir. Vous et votre fille pouvez entrer, mais s'il vous plaît, gardez une voix calme. Sophie m'a pris la main. Les yeux de Daniel étaient ouverts, très peu, mais ouverts. Pendant une seconde impossible, je me suis attendu à ce qu'il tourne la tête vers nous, qu'il demande où il était, qu'il se plaigne des lumières, qu'il réclame son téléphone, qu'il redevienne Daniel par la simple force de l'habitude. Il n'a rien fait de tout cela. Ses yeux ont bougé. C'était tout. Ils se sont dirigés vers moi d'abord, flous et effrayés, puis vers Sophie. Un son humide est sorti de sa gorge, forcé et impuissant. Sa main droite restait immobile sur la couverture. Les doigts de sa main gauche ont bougé une fois, à peine assez pour faire bouger le drap. « Papa » a chuchoté Sophie. Ses yeux se sont remplis de panique. Elle s'est approchée, puis s'est arrêtée, comme si sa vue l'effrayait et lui brisait le cœur en même temps. « Papa » dit-elle encore. Et puis elle s'est mise à pleurer. Pas bruyamment, c'était pire, silencieusement, les épaules secouées et la bouche serrée, essayant d'être courageuse dans une pièce où le courage n'était d'aucune utilité. Les yeux de Daniel se sont fixés sur elle. Je me tenais près du pied du lit, une main sur la barrière métallique, sentant chaque choix que j'avais fait cet après-midi-là s'installer dans la pièce comme des meubles invisibles. Sophie a essuyé son visage avec sa manche. Pendant ton absence, dit-elle, la voix brisée, maman a tout finalisé. Les yeux de Daniel se sont tournés vers moi. C'était là, la reconnaissance, la peur, la colère peut-être, même si son visage ne pouvait plus feindre les expressions derrière lesquelles il avait l'habitude de se cacher. Sa gorge a travaillé. Un son en est sorti, rauque et informe. Sophie m'a regardé, puis l'a regardé lui. Elle ne l'a pas fait à cause de ça, dit-elle. Elle l'a fait parce que tu es parti. J'ai voulu l'arrêter, non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait 17 ans et qu'aucun enfant ne devrait avoir à prononcer la vérité que les adultes étaient trop égoïstes pour porter. Mais sa voix, aussi fragile soit-elle, avait une assurance qui n'appartenait plus à l'écriture de l'enfance. Elle a dit qu'elle s'assurerait que les médecins sachent qui appeler, a continué Sophie. Mais elle ne sera plus la personne qui décidera de toute ta vie pour toi maintenant. Daniel la fixa, puis me fixa. La pièce semblait se rétrécir autour de son lit. Sophie s'est penchée plus près, des larmes coulant sur ses joues. Elle a signé les papiers, papa, a-t-elle chuchoté. Elle a renoncé au droit de prendre tes décisions médicales. Ses yeux se sont agrandis. Pas de manière théâtrale, juste assez pour que je sache qu'il avait compris. Pendant 24 ans, j'avais été la personne entre Daniel et les conséquences.
la personne qui se souvenait des rendez-vous, lissait les insultes, payait les factures en retard, trouvait des excuses, maintenait les relations en vie et portait le poids pratique de sa vie parce que l'amour m'avait appris à confondre dévotion et sauvetage. Maintenant, allongé sur un lit d'hôpital, incapable de lever la main ou de prononcer un seul mot, il voyait enfin la forme du monde sans moi pour s'interposer. Je me suis approché. J'ai donné le numéro de Marjorie à l'hôpital, ai-je dit doucement. Ils suivront la loi. Ton frère est inscrit comme remplaçant sur ton ancienne directive. S'il ne peut pas assumer cette fonction, le tribunal désignera une personne compétente. Une larme a glissé du coin de l'œil de Daniel dans ses cheveux. Je ne l'ai pas essuyé. Cela peut sembler cruel, mais ce n'était pas de la cruauté. C'était la première limite honnête que je m'autorisais à garder. Sophie s'est retournée et a pressé son visage contre mon épaule, pleurant plus fort maintenant. Je la serrais de mes deux bras tandis que Daniel nous regardait, prisonnier de ce corps qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir le trahir aussi complètement qu'il nous avait trahis. J'aurais voulu me sentir triomphante. Je ne l'étais pas. Je me sentais dévasté. Mais sous la dévastation, il y avait autre chose, une certitude tranquille et inébranlable. Daniel était parti pour se trouver lui-même, et pendant son absence, j'avais enfin cessé de me perdre en essayant de le sauver. Le frère de Daniel, Michael, est arrivé à Riverside juste avant minuit. Il est entré en bottes de travail, portant une veste usée et l'expression hébétée d'un homme qui avait été arraché à sa vie ordinaire pour être projeté dans le désastre de quelqu'un d'autre. Michael et Daniel n'avaient jamais été proches, non pas à cause d'une dispute dramatique, mais parce que Daniel avait toujours préféré les gens qu'il admirait de loin. Michael n'admirait pas facilement. Il était pratique, direct et allergique aux excuses. Il a regardé Daniel à travers la vitre, puis m'a regardé. Est-ce que c'est aussi grave qu'il le d'un ton d'urgence? Oui. Michael a dégluti péniblement. Peut-il parler? Non. Peut-il bouger? Pas vraiment. Il a hoché la tête lentement, comme s'il recevait des instructions d'un monde dans lequel il n'avait jamais voulu entrer. Puis il a vu Sophie assise sur la chaise d'angle, enveloppée dans mon gilet, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Son visage s'est adouci. « Salut, ma puce. » Elle s'est levée et il l'a serrée contre lui d'un bras. Après quelques minutes, le docteur Patel est revenu et a de nouveau expliqué l'état de Daniel, cette fois à Michael, paralysie possible, trouble de la parole, des mois de rééducation, peut-être des années, sans aucune garantie. Un avenir qui exigerait des décisions, de la paperasse, de la patience, de l'argent et des personnes qui continueraient à se présenter bien après que la première vague de sympathie se soit dissipée. Michael a écouté sans l'interrompre. Quand le médecin est parti, il s'est tourné vers moi. « Tu es toujours sa femme, n'est-ce pas ?» Pour l'instant. Il a compris immédiatement. Les yeux de Daniel étaient ouverts et, bien qu'il ne pût parler, il écoutait. Je le sentais. Il y avait une terrible intelligence dans son regard désormais, comme si son esprit était devenu une pièce fermée à clé où toutes les lumières étaient allumées. Michael l'a regardé, puis m'a de nouveau regardé. « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» La question a failli briser quelque chose dans ma poitrine. Depuis des années, personne ne m'avait demandé cela. Tout le monde demandait ce dont Daniel avait besoin, ce dont sa mère avait besoin, ce dont son père avait besoin, ce dont l'entreprise familiale avait besoin, ce dont Sophie avait besoin, ce dont la maison avait besoin, ce que le dîner exigeait, quelle facture devait être payée avant la date limite. Mais ce dont j'avais besoin était devenu une question privée que je m'autorisais à peine à entendre. « J'ai besoin que tu parles à l'assistante sociale de l'hôpital, » ai-je dit. « Tu es inscrit sur son ancienne directive comme décisionnaire secondaire. » Je me retire. La mâchoire de Michael s'est crispée, non pas par jugement, mais sous le poids de la responsabilité. « Savait-il que tu allais le faire ? » Non. Daniel a émis un son depuis le lit, faible et brisé. Michael l'a regardé. « Je ne suis pas la personne contre qui tu devrais être en colère, » dit-il doucement. Les yeux de Daniel se sont de nouveau remplis de larmes. Cette nuit-là, j'ai ramené Sophie à la maison à 2 heures du matin. Elle s'est endormie sur le siège passager avant même que nous n'ayons quitté le parking de l'hôpital, le visage tourné vers la vitre, une main serrant encore la manche de mon gilet. J'ai conduit à travers les rues vides, devant les centres commerciaux sombres et les stations-service brillant sous les néons. Et j'ai pensé à toutes ces années que Daniel n'avait jamais vues parce que je m'étais assuré qu'il n'ait jamais à le faire.
Il ne m'a jamais vu m'asseoir à la table de la cuisine de sa mère après son opération de la hanche, triant ses pilules dans un pilulier en plastique pendant qu'elle critiquait la façon dont je pliais les serviettes. Il ne m'a jamais vu conduire son père à ses séances de dialyse chaque mardi et vendredi pendant près de 9 mois parce que Daniel ne pouvait pas s'absenter du travail. Il ne m'a jamais vu payer la taxe foncière en retard sur la maison de ses parents avec mes propres économies parce qu'il avait promis de s'en occuper et qu'il avait oublié. Il ne m'a jamais vu prendre des contrats de comptabilité en freelance après le coucher de Sophie pour pouvoir rembourser la deuxième hypothèque qu'il avait juré être temporaire. Il ne m'a jamais vu appeler les fournisseurs, calmer les clients et reconstituer les dossiers de la petite entreprise de construction que son père lui avait laissée après que Daniel eut ignoré les factures pendant si longtemps que 2 clients de longue date avaient failli partir. Il ne m'a jamais vu parce que je rendais l'invisibilité facile. C'était la partie la plus cruelle. Quand une femme maintient une famille unie pendant assez longtemps, les gens finissent par ne plus voir l'effort. Ils commencent à le confondre avec la météo, quelque chose qui existe tout simplement. Les repas apparaissent, les factures sont payées, les parents sont soignés, les anniversaires sont fêtés, les excuses sont présentées au nom d'hommes qui ne les ont jamais faites. La maison reste chaleureuse, les assurances restent à jour, les enfants restent en sécurité, et tout le monde appelle cela de la chance. Ce n'était pas de la chance. C'était du travail. Pendant 2 ans, alors que Daniel s'éloignait de plus en plus de nous, j'avais porté plus que notre mariage. J'avais porté les dégâts qu'il ne cessait de causer tout en faisant semblant de ne pas les remarquer. Au début, j'ai pensé qu'il était déprimé. Il semblait agité, irritable, s'ennuyant dans la vie que nous avions construite. Alors, j'ai fait plus d'efforts. J'ai préparé des repas qu'il aimait autrefois. J'ai suggéré des week-ends d'escapade. J'ai laissé de petits mots dans son déjeuner. Oui, je le faisais quand nous étions jeunes et fauchés et que nous croyions encore que la tendresse pouvait survivre à tout. Il a répondu par de la politesse. La politesse est plus froide que la colère lorsqu'elle vient de quelqu'un qui vous a aimé. Puis vinrent les signes, un mot de passe modifié sur son téléphone, un débit dans un restaurant à 40 miles de là, de nouvelles chemises, de nouvelles chaussures, de la patience pour tout le monde sauf pour moi. Au moment où j'ai trouvé le premier reçu d'hôtel, j'avais déjà perdu le mariage. Le papier n'a fait que confirmer la date. Ce que Daniel n'a jamais compris, c'est que je ne me suis pas préparé parce que j'avais cessé de l'aimer. Je me suis préparé parce que l'aimer avait commencé à exiger que je me trahisse moi-même. Le lendemain matin, Michael a appelé avant le lever du soleil. J'ai parlé à l'assistante sociale, dit-il, la voix plus fatiguée que la veille. Il le transfère aux soins intensifs de neurologie. Après cela, probablement en rééducation interne s'il remplit les conditions. D'accord. Il y a autre chose. Une femme a appelé 2 fois le poste des infirmières pour demander de ses nouvelles. Elle n'a pas voulu donner son nom. Ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas donner d'informations. J'ai fermé les yeux. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle voulait? La première fois, elle voulait savoir s'il était réveillé. La deuxième fois, elle a demandé si sa femme était là. J'ai presque ri, mais il n'y avait rien de drôle. Elle était avec lui quand c'est arrivé. Je m'en doutais. À midi, elle a envoyé un dernier message à Daniel. Je ne l'ai vu que plus tard parce que Michael m'a montré le téléphone en me demandant si je savais qui était elle. Je le savais. Laura, la femme du reçu d'hôtel, la femme dont le parfum s'était accroché au col de Daniel, la femme qui avait pris le mari d'une autre pour un nouveau départ. Son message était bref, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, ne me contacte pas. Daniel a fixé ce message pendant près d'1 minute entière après que Michael lui a présenté le téléphone. Ses yeux se sont tournés lentement de l'écran vers moi. Il n'y avait aucun triomphe dans ce moment, seulement le vide terrible de voir un homme réaliser qu'il avait brûlé sa maison pour quelqu'un qui ne resterait pas à ses côtés dans les cendres. Je suis revenu l'après-midi même parce que Sophie me l'avait demandé. Non pas en tant qu'épouse de Daniel, non pas en tant que sa sauveuse, mais en tant que mère de son enfant, et parce que j'avais décidé bien avant l'AVC que je ne deviendrais pas quelqu'un que je ne pourrais pas respecter. Certaines visites étaient silencieuses, d'autres douloureuses. Un après-midi, je suis arrivé pendant une séance d'orthophonie. Daniel était assis en face d'une thérapeute nommée Carla, une femme patiente aux cheveux argentés qui avait la gentillesse ferme d'une institutrice à la retraite. Elle tenait des cartes illustrées et lui demandait de les nommer. Une tasse, dit-elle. La bouche de Daniel a travaillé.
Bien, encore une fois. Sa mâchoire s'est crispée. Tasse. Excellent. Il paraissait épuisé par cette victoire. Puis elle a brandi une carte avec une maison dessus. Maison. Daniel a fixé l'image. Ses yeux se sont levés vers moi. Pendant une seconde, j'ai pu voir notre ancienne maison à travers ses yeux, l'érable, l'encadrement de la cuisine, le placard de la chambre où j'avais caché l'enveloppe, la porte d'entrée qu'il avait franchie une valise à la main, croyant que le départ était la liberté. Il a essayé. Carla a attendu. Une maison? Très bien. Mais Daniel a continué à me regarder. Je savais ce qu'il demandait sans mots. Non. La réponse était non. La maison ne l'attendrait pas comme un endroit où revenir et tout récupérer. Le mariage ne deviendrait pas sa chambre de convalescence. Ma vie ne deviendrait pas une peine que je purgeais parce qu'il avait enfin découvert le besoin d'aide. Une semaine plus tard, il m'a dit sa première phrase complète. Elle est venue lentement, par morceaux, après près de 10 minutes d'effort. J'ai tout gâché. J'étais assise près de la fenêtre, mon manteau encore sur le dos, mon sac posé sur les genoux. Oui, ai-je dit doucement. C'est vrai. Il a cligné des yeux rapidement. Je suis désolé. Je te crois. Ses yeux ont cherché les miens, désespérés de trouver quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Alors, je lui ai donné la vérité à la place. Je ne te déteste plus. Cette phrase a changé l'atmosphère de la pièce. La bouche de Daniel s'est légèrement ouverte, son visage s'est crispé de confusion d'abord, puis de chagrin. Peut-être que la haine aurait été plus facile à supporter pour lui. La haine aurait signifié que j'étais encore lié à lui, que je gravitais encore autour de ses choix, que je consumais encore de l'énergie dans l'incendie qu'il avait allumé. Mais ce n'était pas le cas. C'était la conséquence qu'il n'avait pas vu venir, non pas ma rage, mais ma libération. Je t'ai aimé pendant très longtemps, ai-je dit. J'ai lutté pour cette famille plus longtemps que tu ne le penses, mais j'en ai fini de me battre pour un mariage que tu as quitté bien avant que ton corps ne te lâche. Des larmes ont coulé sur son visage. Cette fois, j'ai pris un mouchoir et je l'ai posé sur la table d'appoint pour qu'il puisse le voir. Je n'ai pas essuyé ses larmes, mais je ne l'ai pas laissé non plus sans dignité. C'était la ligne de conduite que j'avais choisie. Dehors, par la fenêtre, un kinésithérapeute guidait un homme âgé le long du trottoir avec un déambulateur. Pas à pas, centimètre par centimètre, l'homme avançait tandis que le thérapeute restait près de lui, sans le porter, sans l'abandonner, veillant simplement à ce qu'il ait la place d'essayer. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai de nouveau regardé Daniel. J'espère que tu récupéreras autant que possible, ai-je dit. Je le pense sincèrement. Ses épaules ont tremblé. Mais tu vas devoir faire le travail toi-même. Pour la première fois de nos 24 années ensemble, Daniel n'avait plus personne derrière qui se cachait. Et ce n'était peut-être pas une vengeance de la manière dont les gens l'imaginent, mais c'était la justice, tranquille, légale, humaine et définitive. Au printemps, le divorce a été prononcé. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre quand la juge a signé le décret. Pas de sentiment soudain de liberté, pas de musique de fond comme on imagine que les fins devraient se dérouler. J'étais assise dans le cabinet de Marjorie pendant qu'elle lisait le jugement final à haute voix, et quand elle a eu fini, elle a refermé le dossier délicatement, comme si elle comprenait qu'une fin même nécessaire méritait le respect. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé ma main gauche nue. La marque pâle à l'endroit où se trouvait mon alliance avait presque disparu. « Je crois que oui, » ai-je dit. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. Sophie a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires 6 semaines plus tard. Daniel est venu en fauteuil roulant, poussé par Michael, portant un blazer bleu marine qui flottait différemment sur sa silhouette. Sa parole s'était améliorée, mais seulement lorsqu'il était reposé, et la foule l'épuisait rapidement. Pourtant, il est venu. Il s'est assis vers le fond de la salle, et lorsque Sophie a traversé la scène, sa main valide s'est levée d'1 centimètre au-dessus de ses genoux. Ce n'était pas grand-chose, mais Sophie l'a vu. Après la cérémonie, elle l'a serré dans ses bras avec précaution. Pas de la manière dont elle le faisait autrefois, de tout son corps et sans hésitation, mais pas froidement non plus. « Je suis fier de toi », a dit Daniel, les mots lents mais clairs. Sophie a pleuré. « Moi aussi », a-t-elle chuchoté.
Cet été-là, j'ai ouvert un petit service de comptabilité et de gestion des salaires dans un bureau loué au-dessus d'une boulangerie en centre-ville. Ce n'était pas prestigieux. La moquette était vieille, les fenêtres grinchaient quand il pleuvait et le radiateur faisait un bruit de tuyauterie en colère. Mais le nom sur la porte était le mien, Emily Carter Business Service. Mes premiers clients étaient des gens qui me connaissaient depuis des années sans jamais m'avoir vu clairement, un cabinet de dentiste, une entreprise de paysagisme, 2 entrepreneurs locaux et une femme qui dirigeait un service de traiteur. Ils sont venus parce qu'ils savaient que je prêtais attention aux détails que les autres manquaient. C'était autrefois mon fardeau, c'est devenu mon gagne-pain. Sophie est partie à l'université en août. Nous avons rempli sa chambre de cité universitaire avec des bacs en plastique, des guirlandes lumineuses, des serviettes, des cahiers et plus de collations qu'un être humain ne pourrait raisonnablement en consommer. Quand le moment est venu pour moi de partir, elle a essayé de faire preuve de courage pendant exactement 14 secondes avant de se jeter dans mes bras. « Appelle-moi quand tu seras rentré », m'a-t-elle dit. « Je le ferai. Et ne mange pas de céréales au dîner tous les soirs. » J'ai ri à travers mes larmes. « Oui, chef. » Sur le chemin du retour, je suis passé devant des sorties d'autoroute que Daniel et moi avions empruntées ensemble quand nous étions jeunes, fauchés et certains que la vie nous récompenserait simplement parce que nous essayions. Je pensais que le chagrin s'assiérait à mes côtés pendant tout le trajet. Au lieu de cela, quelque chose de plus paisible est venu, de l'espace, pas de la solitude. De l'espace. Daniel est resté dans rééducation à long terme pendant des mois. Son rétablissement était irrégulier. Certains jours, il pouvait parler presque normalement pendant quelques minutes. D'autres jours, la fatigue étouffait chaque mot. Il a appris à passer du lit au fauteuil roulant avec de l'aide. Il a appris à se nourrir avec des ustensiles adaptés. Il a appris à quel point il est humiliant de dépendre de la gentillesse des autres après avoir passé des années à traiter cette gentillesse comme un dû. Je lui rendais visite moins souvent après le départ de Sophie à l'université. Une fois toutes les quelques semaines, parfois avec de la paperasse, parfois parce que Sophie m'avait demandé d'apporter quelque chose, parfois parce que je croyais encore que la décence comptait, même quand l'amour avait changé de forme au point d'être méconnaissable. Un après-midi d'octobre, je l'ai trouvé dans le jardin de l'établissement, assis sous un érable rouge. Michael était à proximité, discutant avec une infirmière. Daniel paraissait plus mince, plus vieux, mais plus présent que je ne l'avais vu depuis des années. Il s'est retourné en entendant mes pas. « Emily », dit-il. Le mot est venu lentement, mais il était entier. « Salut, Daniel. » Je me suis assise sur le banc à côté de son fauteuil roulant, gardant une distance respectueuse entre nous. Des feuilles mortes traversaient l'allée sous un vent léger. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Daniel a baissé les yeux vers ses mains. Je pensais que partir me rendrait libre. Je n'ai rien dit. Je pensais que tu étais la vie dont j'étais fatigué. Les mots ont fait mal, mais pas de la même façon qu'auparavant. Ils ont atterri quelque part en dehors de la partie de moi qu'ils pouvaient encore blesser. Je me suis trompé, dit-il. J'ai regardé une infirmière aider un autre patient le long de l'allée, un pas prudent à la fois. Je sais, a-t-il soufflé. J'ai fini par me trouver moi-même. La Emily d'autrefois aurait pleuré. Elle aurait pris sa main, pardonné trop vite, confondu la pitié avec l'amour, ou transformé ses regrets en une corvée de plus à gérer. Mais je n'étais plus cette Emily-là. J'ai souri doucement. Je me suis trouvé moi-même, moi aussi. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il a hoché la tête. Il n'y a pas eu de réunion, pas de second mariage, pas de restauration miraculeuse de la famille qu'il avait brisée. Certaines choses, une fois brisées, peuvent être traitées avec tendresse sans pour autant être recollées. Mais il y avait la paix. Des mois plus tard, Sophie m'a demandé si je regrettais de l'avoir aidée. Nous étions assises à ma table de cuisine pendant les vacances de Thanksgiving, mangeant de la tarte à la citrouille directement dans nos assiettes à dessert pendant que Bélé dormait sous sa chaise. « Tu n'es pas revenu avec lui, dit-elle, mais tu ne l'as pas laissé sans rien non plus. » J'ai regardé vers la fenêtre où l'érable du jardin se dressait, nu sous le ciel gris. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, ai-je dit. » Sophie s'est interrompue. « Pendant des années, j'ai payé une police d'assurance de soins à long terme pour ton père. Il pensait que c'était inutile. Il se plaignait à chaque fois que la prime arrivait à échéance. Finalement, j'ai arrêté d'en parler et j'ai simplement continué à la payer.
Ses yeux se sont agrandis. C'est ça qui paie pour ce bon centre de rééducation? Une grande partie, oui. Sophie m'a regardé pendant un long moment. Après tout ce qu'il a fait? Oui. Pourquoi? J'ai pensé à Daniel dans cette chambre d'hôtel, à l'AVC, au papier que j'avais signé, à la femme qui avait disparu dès que son corps l'avait lâché, à l'homme sous l'érable disant enfin à haute voix ce que son égoïsme lui avait coûté. Parce que je ne protégeais pas le mari qui m'avait trahi, ai-je dit. Je protégeais le père de mon enfant pour qu'il ne soit pas complètement abandonné. Et je me protégeais moi-même contre la cruauté, même si j'avais toutes les raisons de l'être. Sophie a tendu le bras sur la table et a pris ma main. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que la vengeance signifiait réellement pour moi. Ce n'était pas de détruire Daniel. Il s'en était chargé lui-même. Ma vengeance était de lui survivre sans lui ressembler. C'était de choisir la dignité là où l'amertume aurait été plus facile. C'était de m'éloigner d'un mariage sans m'éloigner de mes valeurs. La trahison peut détruire un foyer en un seul après-midi. Mais le caractère se construit dans les choix que l'on fait ensuite. Le pardon ne signifie pas toujours revenir en arrière. Parfois, pardonner signifie simplement refuser de laisser l'égoïsme de quelqu'un d'autre décider de qui vous devenez. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un à qui vous teniez encore, juste pour vous sauver vous-même? Et si vous pensez que la force tranquille peut être plus puissante que la vengeance, abonnez-vous et restez avec nous pour la prochaine histoire.